Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous retrouver ce midi pour un troisième cycle de webconférence Learning Sphere Experience. Comme on le rappelait déjà hier, vous étiez plus de 1300 l'année dernière à nous suivre. Merci à vous. Et nous espérons que vous serez encore plus nombreux cette année. Je vois que vous continuez à arriver, donc prenez votre place, prenez votre sandwich pour ceux qui vont manger en nous écoutant. Cette année, le cycle sera composé de 6 webconférences, du 4 au 13 avril, de 12h30 à 13h. On a un peu raccourci les délais pour vous permettre de faire autre chose entre midi et 2 si vous avez des impératifs. Si vous n'êtes pas encore inscrit aux autres webconférences, eh bien, vous trouverez tous les détails du cycle sur notre site internet. N'hésitez pas à y faire un tour. Le sujet d'aujourd'hui va nous parler de ce duo entre massification et personnalisation. Et je laisserai Eric Pereira et Dominique Gros dans quelques instants nous raconter tout ce qu'ils ont à nous dire sur la question. Mais avant de commencer, si vous le voulez bien, je vous propose un rapide point technique. Alors, est-ce que tout le monde nous entend? Si c'est le cas, pour nous assurer que tout va bien, je vous propose d'inscrire le nom de votre ville dans le chat. C'est un peu traditionnel, mais au moins ça nous permet de nous rassurer quant à la qualité sonore de la webconférence. Et je vois que vous êtes partout. Vous êtes à Fréjus, vous êtes à Cannes, vous êtes à Caen, vous êtes à Nantes, vous êtes à Lyon. Oh là là, mais on a toute la France qui est réunie. Euh, voilà. J'espère aussi que vous pouvez tous voir l'écran partagé euh, et que si jamais vous avez des questions, surtout eh bien, tout au long de la conférence, vous n'hésitez pas, vous les posez au travers du chat et on tâchera, Laetitia tâchera de vous aider à résoudre vos éventuels problèmes techniques. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, quelques mots très rapides concernant Learning Sphere, pour ceux et celles peut-être qu'il y en a encore parmi vous qui ne connaissent pas peu ou moins. Learning Sphere, en fait, c'est un collectif de consultants indépendants, experts en formation multimodale. Nous sommes aujourd'hui 25 membres. Nous avons tous nos expériences et nos compétences spécifiques qui vont du graphisme à l'ingénierie pédagogique, en passant par le tutorat, en passant par les MOOC, en passant par la cuisine. Ah non, pas la cuisine, pardon. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas là encore à aller faire un tour sur notre site internet. Et ce que je vous propose pour terminer cette rapide présentation, c'est voilà, l'équipe qui va vous accompagner aujourd'hui dans cette courte demi-heure. Il y aura d'une part Laetitia, qui sera votre interlocuteur technique en cas de besoin. Moi-même qui vais guider vos échanges et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. On pourra éventuellement y répondre en cours de, webconférence, mais plutôt à la fin. Voilà, on essaiera de garder un temps de 5 minutes. Eric et Dominique sont de grands bavards, mais on leur a demandé, voilà, s'il vous plaît, laissez-nous 5 minutes pour répondre aux questions à la fin. Et je vois que le temps tourne, je suis déjà moi aussi en train de parler, et trop longtemps. Donc je leur laisse la place. Eric, Dominique, messieurs, c'est à vous. Merci Laurent. Alors donc effectivement, alors on est Dominique et moi des grands bavards, donc on va essayer de se tenir dans le temps et surtout pour que vous puissiez après vaquer à vos propres occupations. Alors aujourd'hui, on va avec Dominique essayer d'apporter euh, un éclairage sur la dynamisation nécessaire des formations actuelles et plus particulièrement apporter des éléments de réponse pour voir comment finalement le digital peut assez facilement aider à cela. Alors, le savoir est désormais disponible partout. Ça, c'est à la fois d'un grand intérêt, mais ça peut aussi poser quelques problèmes. C'est-à-dire que, hors de tout cadre, effectivement, on peut se retrouver avec de la formation, de l'information qui est disponible et qui n'est pas toujours néanmoins pertinente. Alors, le besoin de formation, lui, par contre, devient massif. Notre société est de plus en plus apprenante et il peut sembler finalement assez difficile de répondre à ce besoin massif
sauf à posséder des moyens considérables comme ceux des géants du web, hein, par exemple, si on pense notamment aux GAFA. Alors, en guise de réponse, il faut maîtriser les environnements d'apprentissage et favoriser l'apprenance au sein de ceux-ci. Il faut rendre l'ensemble des environnements existants apprenants. Alors, voyons donc ensemble comment favoriser finalement ces environnements d'apprentissage et puis comment on peut utiliser ces espaces pour qu'ils soient plus efficaces. Et Dominique finira par nous expliquer comment on peut inclure finalement ces apprentissages également en situation de travail. Alors, comment le digital bouscule les apprentissages? Alors, parce qu'il multiplie les espaces dans lesquels, effectivement, ces apprentissages sont possibles. Alors, il rend l'information disponible partout. Pourtant, à l'opposé, l'offre de formation dans les organismes de formation, hein, d'une manière générale, sans en cibler aucun, qui sont habitués à un modèle plus classique, hein, reste perfectible. L'offre de formation actuelle est perfectible parce qu'elle ne correspond pas, elle ne propose pas des apprentissages en dehors des lieux de formation pour lesquels, initialement, effectivement, ils sont dédiés. Alors souvent proposés en interne, hein, au seul lieu de formation, les apprentissages doivent pourtant être multipliés. C'est un gage aujourd'hui de qualité et c'est une première réponse à apporter. Alors si on veut faire un premier constat rapide, par exemple, 7 jeunes sur 10 qui passent par la voie de l'apprentissage trouvent un poste dans les 6 mois qui suivent la fin de leur formation. Alors, sachant qu'une grande partie, puisqu'on est dans le cadre de l'apprentissage, sachant qu'une grande partie de cette formation ou de ces formations s'effectue en fait en dehors de ces organismes. Alors, de là à dire que finalement l'employabilité passe par des apprentissages hors organismes de formation, il n'y a qu'un pas. Alors, il est donc nécessaire pour les organismes de formation, mais aussi pour les CFA, les TPE, les PME, hein, qui sont concernés aujourd'hui par les apprentissages, il est donc nécessaire de porter un regard nouveau sur la formation et puis de mettre en œuvre finalement des environnements multiples permettant des apprentissages complémentaires. Alors, il est indispensable d'utiliser de nouveaux environnements et surtout de les rendre apprenants quand ils ne le sont pas. Alors, comment mettre en œuvre finalement des environnements d'apprentissage? C'est la réelle question. Alors pour répondre à cette question, les organismes de formation, hein, on va dire les OF, doivent d'abord chercher à rendre leur formation plus efficace et plus attractive. Alors, il aurait donc indispensable, encore une fois, de porter un regard nouveau sur les besoins des entreprises. Quand on voit qu'effectivement 60% des employeurs pensent que les compétences comportementales sont finalement plus importantes que les compétences techniques. Donc, ça veut dire qu'il faut également cibler les compétences transversales qui sont nécessaires aujourd'hui à l'employabilité et donc fortement recherchées par les entreprises. Alors, ces compétences sont celles qui concernent les savoirs de base, hein, parmi lesquels on peut citer les compétences comportementales, que sont les capacités d'adaptation et d'autonomie, les compétences cognitives, qui sont celles qui sont liées à la mémoire, la coordination, l'attention focalisée, etc. Et puis, les compétences organisationnelles, très importantes également, qui concernent l'organisation de l'individu dans son travail, la planification de ses activités. Alors, pour être efficientes, ces compétences doivent être mobilisables dans diverses situations professionnelles. Elles doivent être reproduisibles, utilisables et donc transférables d'un poste à un autre, voire d'une entreprise à une autre, même sur un poste différent. Alors, les organismes de formation doivent donc désormais proposer des réponses concernant ces compétences et par conséquent, ça veut dire que la priorité, ça va être de modifier les parcours de formation pour faire émerger ces compétences. Alors, Eric, j'ai une question. Par rapport à ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'on doit entendre qu'il est nécessaire de tout recommencer depuis le début? Non, non, non. Alors effectivement, hein, dans mon propos, on peut entendre que l'idée, c'est de tout recommencer. Il ne s'agit pas ici de vous dire qu'il est nécessaire de tout recommencer, ce qui aurait un coût considérable et auquel une majorité d'organismes de formation ne pourraient pas faire face. L'idée est principalement de revoir en priorité l'ingénierie didactique des formations qui sont déjà existantes, puisque ces formations, souvent, sont efficaces. Le souci, c'est qu'effectivement, elles ne sont pas nécessairement suffisamment efficientes et elles ne proposent pas de travailler sur les compétences transverses. Et donc, c'est l'ingénierie didactique nouvelle qui va permettre effectivement de disposer ces formations différemment. Donc, pas question ici de vous proposer de tout remettre à zéro. Alors, ces formations doivent donc désormais proposer
proposées finalement de manière à ce qu'elles puissent être personnalisées. C'est une nécessité. Alors, dans un contexte où effectivement aujourd'hui, on a un public qui est très hétérogène, hein, voire même de plus en plus, et surtout avec des compétences de base qui sont extrêmement variables. Ça veut dire que pour favoriser le développement de ces compétences, il faut notamment générer de l'attractivité et du plaisir. Alors, je ne suis pas en train de parler de gamification, hein, le sujet qu'on entend assez régulièrement. Je parle bien uniquement de plaisir. Alors, sachant que les individus, quels qu'ils soient, hein, vous comme moi, on prend naturellement du plaisir à comprendre les choses. C'est-à-dire que on a effectivement cette sensation agréable d'avoir compris quelque chose de nouveau. Seulement pour comprendre quelque chose, ça veut dire que on a une étape qui s'appelle l'apprentissage. On est obligé d'apprendre d'une manière ou d'une autre pour amener cette compréhension. Mais finalement, la difficulté, c'est d'apprendre, parce qu'apprendre demande un effort important pour certains que tous ne sont pas prêts à faire. Et il faut proposer donc des formations qui génèrent ce besoin de compréhension pour donner du plaisir aux apprentissages, qui sont donc un passage obligé. Alors, Pardon, oui. est-ce qu'on peut dire d'après toi que donner du plaisir demande moins d'efforts aux apprentissages et que cela les facilite? Oui, bien sûr. Alors tout à fait, Laetitia. Alors ça veut dire que effectivement, apporter du plaisir aux apprentissages, ça va générer un surplus de motivation. Ça favorise la motivation. La motivation tend à favoriser les ancrages et les ancrages vont favoriser la mémorisation. La mémorisation qui sont un passage obligé, effectivement, pour développer de nouvelles compétences. Donc il faut finalement favoriser l'expérience du flow qui a été mis en avant par Milahi Csikszentmihalyi. Alors, si je prononce très mal, je vous invite à me donner la bonne prononciation à la fin de ce webinaire, qui est un psychologue, donc ce monsieur qui est un psychologue hongrois, qui a écrit énormément sur la notion de flow. Alors, qu'est-ce que le flow finalement? Alors, le flow, c'est une sensation de bien-être qui est vécue comme une expérience qui se déroule entre finalement la zone de confort et la zone d'inconfort de l'apprenant. Donc, il aide naturellement, ce flow, il aide naturellement au renforcement de la motivation de par le bien-être qu'il apporte. Alors, il s'agit en fait, pour arriver à cela, de trouver le bon équilibre entre, d'un côté, la difficulté de la tâche qu'on attend de l'apprenant et la capacité de celui-ci à la réaliser. Trop facile, il n'y a aucun plaisir. Trop difficile, il n'y a aucun plaisir non plus, et on fait baisser la motivation de l'apprenant. Alors, ce sont effectivement tous ces éléments qui vont également renforcer le sentiment d'auto-efficacité qui a été mis en avant par Albert Bandura, hein, que je pense vous connaissez tous. Alors, ça veut dire aussi que finalement, le contrôle des prérequis qu'on effectue depuis toujours en entreprise, en organisme de formation, pardon, n'est plus suffisant. Je ne dis pas qu'il ne faut plus le faire, hein, bien entendu, je dis bien qu'il n'est plus suffisant, puisqu'il s'agit finalement d'aller plus loin et de découvrir quels sont les acquis, mais véritablement les acquis de chaque apprenant et leur capacité. C'est-à-dire que là, pour trouver le juste équilibre et amener à cette notion de flow, on va avoir besoin de ces deux éléments. Alors, je prends un exemple qui finalement va correspondre plutôt à ce qu'on fait en CFA, je vais parler d'apprentissage, mais le principe est valable pour toutes les organisations apprenantes. Alors, cet exemple va nous amener à imaginer un fils d'agriculteur, imaginez qui entre en formation mécanique par exemple. Ce fils d'agriculteur qui travaille avec ses parents depuis toujours arrive en formation avec une certaine maîtrise de la mécanique. En tout cas, on peut le supposer puisque dans la pratique, c'est effectivement souvent le cas. Alors, connaître ses connaissances pour adapter le niveau de difficulté de ses apprentissages va naturellement favoriser sa motivation. Et puis ensuite, adapter la difficulté des tâches qu'on va lui demander de réaliser, en tenant compte justement de ses acquis, tend à répondre aux besoins de personnalisation de la formation, puisqu'on propose une formation qui est adaptée à chaque individu. Ensuite, utiliser ces acquis dans un cadre collaboratif va renforcer cette valeur et donc le sentiment d'auto-efficacité. Et puis surtout, ça va multiplier les opportunités de partage des savoirs. Alors, dans un contexte où mon besoin de formation finalement devient massif, on obtient une nouvelle fois un début de réponse adaptée puisqu'on multiplie les opportunités d'apprentissage. Alors, enfin, dans le cas présent, on peut aussi prolonger la chose puisqu'il peut vivre de nouvelles expériences en entreprise,
en situation de travail notamment, et accompagné d'un tuteur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va créer un lien direct avec l'entreprise, qui est susceptible en plus de le recruter, dans laquelle les apprentissages vont à la fois se prolonger et puis aussi se multiplier. Alors d'ailleurs, les gains mesurés dans les expérimentations de la FEST depuis 2015 se mesurent déjà. Et les apports de la construction du partage des savoirs acquis en situation sont effectivement conséquents. Dominique nous en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Alors, mais pour obtenir un résultat qui soit probant, et pour arriver à mettre toutes ces choses en place, il faut impérativement avoir une vision globale de la formation. Il faut avoir un regard systémique sur les divers apprentissages, sur les divers espaces, où ces apprentissages finalement deviennent possibles. Alors, ça veut dire que on va devoir imaginer comment utiliser ces apprentissages et prendre un certain nombre d'éléments en compte. Alors, ces éléments vont d'abord nous amener à avoir une vision complètement globale, complètement systémique. Et là, on doit désormais considérer finalement tous les espaces où peuvent naître de nouvelles compétences. Ça veut dire finalement partout. On a tendance jusqu'à présent à tenir compte de ce qu'on fait en organisme de formation, éventuellement en entreprise, mais assez peu dans la vie de l'apprenant. Il est donc nécessaire maintenant d'utiliser ces espaces dans leur ensemble. Donc la formation doit devenir finalement multimodale. Et c'est là que le numérique intervient parce qu'il propose effectivement des réponses qui sont adaptées. Alors grâce au numérique, les possibilités se multiplient et puis faire émerger le résultat, parce qu'il est important d'obtenir le résultat de ces divers apprentissages, ça devient tout à fait possible. Que ces apprentissages finalement soient formels, non formels ou encore informels. Alors, on peut citer trois types d'apprentissage. Alors, ces trois types d'apprentissage, on va y trouver d'abord les apprentissages formels, ceux qu'on pratique en salle de cours, en salle de formation traditionnelle, qui sont prévus dans un cadre spécifique, avec un formateur bien souvent, et avec un tuteur éventuellement, pourquoi pas, en entreprise, ou sur un lieu, en situation de travail. Et puis on va également trouver les apprentissages non formels, qui là vont être mis en place, ou peuvent être mis en place, dans des environnements qui sont à la fois aussi dédiés aux apprentissages, donc en organisme de formation ou effectivement en situation de travail, mais sans cadre particulier. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin d'un accompagnateur, d'un formateur. Alors, on peut citer par exemple en organisme de formation, ça peut être une bibliothèque, ça peut être un learning lab qui est mis à la disposition des apprenants. Et puis, on va trouver ensuite les apprentissages informels, ceux dont on tient le moins compte finalement en période de formation. Et ces apprentissages informels sont tous ceux qui se produisent de manière totalement impromptue, hors cadre, sans avoir été volontairement recherchés, sans qu'il y ait une recherche de l'apprenant ou de ceux qui poussent aux apprentissages, de ces apprentissages finalement. Alors ce sont des apprentissages qui sont générés par une situation à un moment donné, et ça peut être dans une période de collaboration, dans une période de recherche, etc. etc. Alors ça veut dire qu'il voit le jour à tout moment, et notamment lors des apprentissages non formels. Il ne voit pas le jour uniquement en dehors des organismes de formation. Ça veut dire qu'il s'agit alors de distribuer finalement les savoirs partout, grâce notamment au LMS par exemple, et de prendre en compte ces possibilités d'apprentissage. Il faut également donc les repérer, et puis aussi bien sûr, encore une fois, les valoriser. Alors il s'agit donc, comme je le disais juste à l'instant, de les distribuer en tenant compte de toutes ces possibilités. Alors pour cela, le digital peut intervenir, notamment au travers donc d'un LMS, alors Learning Management System, de gestion de formation, alors qui est une base de formation multimodale. Le LMS finalement, la plateforme de diffusion, quelle qu'elle soit, devient une base de construction, donc essentielle, c'est ce que je disais, parce que ça permet finalement d'apporter les ressources partout, là où l'apprenant se trouve, et surtout donc là où l'apprenant en a besoin à un instant T, et même quand il apprend finalement de manière autonome, qu'il soit en organisme de formation, en formation non formelle, on parlait tout à l'heure des bibliothèques ou des learning labs, voire même en entreprise. Alors le formateur, lui, par contre, puisque bien sûr la question se pose, le formateur, lui, va changer de posture. C'est-à-dire qu'il va reprendre une position qui finalement, il n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire, à mon sens, plus noble, celle de guide, celle d'accompagnateur, au sens d'Ibn Khaldoun. Et finalement, les cours transmissifs qui existent encore aujourd'hui doivent devenir l'exception. Alors le formateur,
reste disponible lors de ces apprentissages. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que le formateur disparaît, qu'il se met de côté, qu'il passe à autre chose et qu'il change de métier. Mais il est beaucoup plus disponible pendant ces périodes d'apprentissage, qu'elles soient formelles ou non formelles. Ce qui ne l'empêche pas, bien sûr, d'apporter certains cours transmissifs quand c'est nécessaire. Alors, pendant les périodes d'apprentissage non formelles, justement, en centre de formation ou en entreprise, les apprenants doivent pouvoir être totalement autonomes et donc effectuer des recherches sur le web, sur les réseaux, avoir accès à ces diverses ressources et surtout, ils doivent pouvoir collaborer. Ça veut dire qu'ils vont renforcer leur autonomie et en même temps, ils vont co-construire leur savoir. Et donc, on partira effectivement sur une base qui sera bien meilleure. En proposant des méthodes d'apprentissage qui sont orientées projet, inductives, avec de la collaboration, encore une fois, on va favoriser la personnalisation. Donc, en effet, alors, le formateur, lui, il reste disponible, comme je le disais plus haut. Ça veut dire que ça lui permet aussi de passer plus de temps pour guider un apprenant qui a des difficultés particulières, puisque justement, tous n'ont pas le même niveau. Et ça va lui permettre de le guider vers les apprentissages qui lui conviennent le mieux, voire même de revenir sur des notions fondamentales. Alors, ça veut dire que ça va aussi lui laisser, à ce formateur, plus de temps pour concevoir des ressources de qualité qui répondent à un réel besoin, là, puisqu'on est dans un contexte désormais de pédagogie active qui est nécessaire à la qualité de ces formations. Alors, ces ressources peuvent également être enrichies en plus à partir finalement des situations rencontrées, notamment par les apprenants, y compris en situation de travail, quand ils sont en formation en situation de travail. Et donc, les apprenants peuvent devenir coproducteurs de ces ressources. Alors, de nouveau, finalement, ce fonctionnement qui se rapproche de ce qui se passe en entreprise, et là, on atteint un niveau qu'on a difficilement atteint jusqu'à ce jour, sauf en phase d'apprentissage, induit l'émergence de nouvelles compétences transverses, comme la collaboration, la prise d'initiative, la réflexivité notamment. Alors, on peut bien sûr faire le lien du coup avec la situation de travail dans laquelle on peut former les apprenants. Et donc se poser la question de l'efficience de tout ce que je viens de dire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'on a des preuves aujourd'hui que ça fonctionne? Et donc là, je vais donner la main à Dominique parce que je pense que Dominique, tu as des éléments de réponse concernant justement la formation en situation de travail. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Dominique? D'abord, merci Eric. Je pense que tu as dressé un tableau très intéressant de la dynamique réflexive et formative. Alors, pour parler de la FEST, d'abord, pour que ce soit bien précis, la FEST est en expérimentation depuis 2015, donc depuis un certain temps. Elle concerne les TPE et les PME. Et ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que beaucoup d'organismes de formation la proposent en complément ou en remplacement de leur action de formation en OF. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut 5 points fondamentaux. D'abord, c'est une intention pédagogique, une action. Il faut qu'il y ait un objectif très précis avec un programme. Et ce programme est un itinéraire qui se déroule en séquence. Chaque séquence doit être vraiment ciblée sur un objectif opérationnel qui est un objectif pédagogique. Par exemple, savoir rédiger un compte rendu d'entretien. Le deuxième élément fondamental, c'est qu'on doit pouvoir, puisqu'on est dans une logique d'individualisation, de vérifier les prérequis. On est en modalité de formation juste à temps, en situation. Pour que les choses fonctionnent, il faut que l'organisme de formation, dans le contexte de travail du formé, puisse offrir au formé la possibilité de vérifier s'il a des acquis fondamentaux, par exemple, un savoir de base, par exemple en mathématiques ou en rédaction en français, pour prendre cet exemple. Ensuite, en termes d'outils de méthode pédagogique, on est vraiment dans le sur-mesure. On n'est plus dans le transmissif, c'est bien clair. On touche des méthodes pédagogiques très variées, qu'elles soient démonstratives, basées sur des situations que le tuteur va montrer, interrogatives ou de découverte. Donc cet apprentissage, il se passe par l'action, la réflexion et le partage. Et le dernier élément qui est fondamental, il faut, pour qu'il y ait une prise en compte par les organismes de financement en particulier, il faut qu'il y ait une traçabilité sur des résultats par rapport à des objectifs opérationnels.
Et ça, c'est une condition de fonctionnement. Et pour cela, il faut que ça soit écrit, formalisé, conçu d'entrée de jeu dans la conception du dispositif de formation. Ensuite, il y a plusieurs façons d'engager une FEST. Une des façons les plus fondamentales et les plus efficaces, c'est j'apprends en faisant, learning by doing. Ça veut dire que normalement, l'apprenant est responsabilisé. La situation de travail va l'apprendre à travailler et à apprendre à condition qu'on lui mette des conditions pédagogiques qui doivent être formalisées, précisées, documentées, contractualisées, des conditions pédagogiques favorables. Il ne doit pas y avoir de pression sur la production, même si l'apprenant doit produire. Il doit avoir le droit à essayer, à se tromper. Il doit avoir même le droit d'expérimenter. Les temps de briefing et de debriefing doivent être programmés également. Et pour cela, le travail doit devenir formateur, et en particulier en laissant la possibilité à l'apprenant d'apprendre tout seul à s'exercer et à être en relation avec d'autres. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un remédiateur. Au sens de Célestin Freinet, c'est un vieux pédagogue, si je puis dire. La notion de remédiation est fondamentale. On la retrouve dans des dispositifs d'apprentissage comme le compagnonnage, par exemple, qui ont prouvé leur efficacité. Le remédiateur aide l'apprenant en situation, surtout quand c'est un apprenti, à apprendre et à pas se mettre la pression. Il est conseillé. Et je terminerai par l'apport du digital learning dans une situation de formation de travail. C'est en fait une condition essentielle. Pourquoi c'est une condition essentielle de réussite? Parce qu'il y a une relation tripartite qui doit être organisée en permanence, quel que soit le lieu, entre l'apprenant, ses pairs, son tuteur et le formateur référent. Comment en situation de travail faire fonctionner une formation si on ne construit pas et maintient pas une relation? Il n'y a bien sûr aucune contrainte de lieu. Ça veut dire que si je travaille dans un contexte très peu favorable à l'auto-apprentissage ou à la réflexion, un atelier par exemple, il faut que je puisse travailler et réfléchir chez moi. Et je travaille sur des outils fondamentaux de réflexion dans un espace collaboratif à distance, à travers bien sûr ma connexion Internet. Ensuite, les objectifs pédagogiques opérationnels conditionnent la prise en compte d'un digital learning. C'est pas nouveau, ça existe depuis la réforme. Et ils sont encore plus flagrants, encore plus importants dans une formation en situation de travail. C'est-à-dire qu'on est dans du rédactionnel, dans de la co-construction, dans des échanges, et tout ça est marqué. Et ensuite, le dernier élément, c'est que certains objectifs, surtout dans le contexte de CFA en particulier, ou des formations dans des entreprises d'insertion, valident l'acquisition de compétences transversales, dont certaines sont fondamentales, en particulier celles qui concernent le socle CLEA. Un des éléments fondamentaux, c'est que il faut aider les TPE et PME à être disponibles. On sait que c'est pas très favorable. Il y a une pression, il y a peu de moyens, et ça veut dire que l'action en situation de travail et le multimodal doivent aider l'accompagnateur, le manager à s'organiser efficacement. Bon, on peut prendre des exemples. Hein. Un exemple très classique de situation de travail, c'est l'entretien professionnel préalable au démarrage du travail. L'apprenti doit rédiger un descriptif de ce qu'il va faire et rentrer dans le carnet de bord. Et tout ça peut se faire en situation de travail dans le contexte. Et si ça se passe bien, et quand ça se passe bien, on mesure que l'apprenti, en particulier, s'engage et va beaucoup plus loin que ce qu'on lui demande. Il commence à faire des propositions, à avoir une analyse sur ce qu'il voit en contexte du travail. Et là, ça veut dire que ça marche. Et je terminerai par quelqu'un qui est très important en matière des fondements de l'expérientiel, c'est John Dewey. John Dewey qui a travaillé sur le fondement et l'efficacité de l'apprentissage en expérience, et je vous invite à lire ses travaux pour avoir plus de données pédagogiques en particulier. Voilà, je crois que j'ai terminé à peu près dans les temps.
Alors, Dominique, on a une question. Est-ce que tu pourrais revenir sur la définition du FEST? Alors, la définition, FES, formation en situation de travail. Ça veut dire que c'est une partie d'une action de formation qui d'habitude est organisée en organisme de formation, qui peut être décentralisée et organisée en entreprise, à condition bien sûr qu'on respecte les fondements que j'ai essayé d'expliquer au départ. Ça veut dire que, en fait, ça permettra tout particulièrement aux formations professionnalisantes à se décentraliser, à être excentrées sur le lieu de travail pour bien sûr être beaucoup plus efficaces et contextualisées. Donc, formation en situation de travail. Eh bien, merci Dominique, merci Eric. Je vous avais prévenu que c'était des bavards, hein. On a déjà dépassé les Ah oui, 13 on heures, a déjà très dépassé. très passé. Mais quand ces deux-là commencent, on ne les arrête plus. Euh, est-ce que peut-être qu'il y aurait peut-être, Laetitia, encore une dernière question à prendre ou parce que je voudrais pas qu'on dépasse trop. C'était lorsque tu évoquais John. Je suppose que c'est John Dewey. John Dewey, ouais. C'est le nom. Ok, bon. Eh bien, sur ce, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette demi-heure en votre compagnie. Merci à tous de nous On a avoir une écoutés. dernière question. J'espère que... Ah, voilà, Je me permets profitons-en. juste, Allez, une petite dernière. une question de Jean qui demande est-ce que FEST uniquement en CFA? Non, non, ça peut toucher aussi. Ça peut toucher aussi toutes les formations professionnalisantes. Donc, c'est pas uniquement un CFA. Ça peut toucher toutes les formations qui sont professionnalisantes. Un Voilà, contrat c'est pro, pour ça par exemple. aussi hein, que, pardon, c'est pour ça aussi que moi je faisais le lien et que j'ai pris l'exemple effectivement du fils d'agriculteur hein, qui est entré en formation parce que on peut effectivement dans diverses activités mettre en place la formation en situation de travail. On n'est pas systématiquement sur quelque chose qui soit purement technique. Ok, ok. Eh bien, merci, merci messieurs. Euh, J'espère que cette webconférence vous a donné envie de suivre les prochaines, à commencer par celle qui aura lieu demain à 12h30 et qui sera animée par Pascal Lacoste. Pour ceux et celles d'entre vous qui seraient intéressés par venir jouer avec nous au sein de Learning Sphere, n'hésitez pas à nous faire signe. Comme chaque année, on fera sans doute une petite rencontre, on organisera une petite rencontre à la fin du cycle. Et bien d'ici là, passez une excellente journée, un excellent appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé, et nous vous donnons rendez-vous et bien pas plus tard que demain. À très Merci à bientôt. tous. Merci de nous avoir Merci. suivis. Bon Au après-midi. Au revoir. revoir.